Le destin de ces femmes peut changer complètement en une seule nuit. Elles peuvent hériter après la mort de leur mari, ou devenir les maîtresses des villages où les hommes sont totalement absents. Mais où qu'elles soient, beaucoup d'entre elles doivent encore faire face à une vie de pauvreté au milieu de l'un des bidonvilles les plus densément peuplés du monde. Kenya. Comment se déroule la vie dans ce pays d'Afrique de l'Est? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car il y a des mystères que vous aurez du mal à imaginer. Avant de commencer, laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Nous voulons savoir jusqu'où cette vidéo a voyagé. Numéro 1. L'endroit où les femmes cherchent à échapper à leur propre mariage. Dans certaines communautés du Kenya, des filles cherchent désespérément à échapper à leur propre jour de mariage. Dans la communauté Maasai, de nombreuses jeunes filles sont orientées vers le mariage dès leur enfance et se marient généralement entre 13 et 16 ans. Le futur mari peut être beaucoup plus âgé, parfois presque du même âge que le père de la mariée. Ce qui est surprenant, c'est que les deux personnes ne se sont même jamais rencontrées ou connues avant le jour du mariage. Même lorsque le jour J arrive, les épreuves pour la mariée ne sont pas terminées. Dans la tribu Maasai, la mariée se fait raser la tête et reçoit un mélange d'huile et de graisse de mouton sur le corps dans le cadre d'un rituel de passage vers une nouvelle vie. Ensuite, le père crache directement sur la tête et la poitrine de sa fille. Pour beaucoup de personnes extérieures, cet acte peut sembler incompréhensible. Mais dans la culture Maasai, la salive est considérée comme un symbole de bénédiction et de chance. En arrivant chez le mari, la mariée se fait également asperger de lait de chèvre au visage pour montrer son courage et sa capacité à endurer les épreuves à venir. Après la cérémonie, elle doit marcher jusqu'à la maison de son mari, sans jamais se retourner vers sa famille. Les habitants croient que se retourner porte malheur au mariage. Une des coutumes les plus controversées se trouve dans la communauté Pokot. Ici, de nombreuses filles d'environ 14 ans peuvent être mariées par leur famille en échange d'une dot comprenant des chèvres, des vaches ou des chameaux. Si elles s'opposent à ce mariage arrangé, elles peuvent être temporairement isolées pour éviter qu'elles ne s'enfuient. Le jour du mariage, le marié et un groupe d'hommes viennent chercher la mariée selon un rituel traditionnel. Pendant que les villageois dansent et célèbrent, la mariée se tient souvent à l'extérieur, observant, bien qu'elle soit le personnage central de la cérémonie. Même lorsque le mariage prend fin à cause du décès du mari, certaines femmes kenyanes ne sont pas réellement libres de choisir leur avenir. Dans la communauté Luo, il existe une coutume appelée héritage de femme. Selon cette pratique, une femme veuve peut être arrangée pour épouser le frère ou un autre homme de la même famille que son mari. L'objectif de cette coutume est de maintenir les liens entre les clans et de garantir la continuité des responsabilités familiales. Cependant, cela signifie également que la vie de la femme reste étroitement liée à celle de la famille de son mari, même après le décès de son partenaire. Pour beaucoup de personnes en Occident, cela peut sembler très difficile à comprendre. Mais dans le contexte des communautés agricoles et pastorales traditionnelles, où la survie de toute la famille dépend du travail et du soutien mutuel, de telles pratiques étaient considérées comme un moyen de garantir la sécurité des personnes restées. Cependant, tout le monde n'accepte pas cela. Et, animés par le désir de prendre leur vie en main, ces femmes ont fait quelque chose qui était autrefois considéré comme fou. Numéro 2. Le village où les hommes ne sont pas autorisés à vivre. Un village où les hommes ne sont pas autorisés à vivre. Cela ressemble à une idée de roman. Mais cela existe réellement. Le nom de ce village est Umoja, situé au milieu des terres arides du district de Samburu. Umoja a été fondé en 1990. Au départ, c'était simplement un refuge pour un groupe de femmes cherchant à trouver sécurité et autonomie dans leur vie. Beaucoup d'entre elles avaient subi des violences domestiques.
avaient été mariées de force dès leur jeune âge, ou avaient dû faire face à une discrimination persistante dans la communauté où elles étaient nées. Ne trouvant pas de protection dans la société environnante, elles ont décidé de construire leur propre communauté. Avec le temps, cela est devenu l'une des communautés de femmes les plus célèbres d'Afrique en raison de la manière dont ce village fonctionne. De l'extérieur, Umoja peut sembler assez simple. Pas de bâtiments modernes, pas de grandes routes, pas de signes de richesse. À l'intérieur du village, les femmes construisent des maisons ensemble, s'occupent des enfants, gèrent les finances et dirigent les activités économiques. Leur principale source de revenus provient de l'artisanat, en particulier des produits en perles traditionnelles, qui sont très populaires dans la culture Maasai. À partir des expériences qu'elles ont vécues, Umoja a progressivement formé une philosophie de vie très particulière. De nombreuses femmes ici choisissent d'élever leurs enfants seules, plutôt que de retourner dans des relations qu'elles estiment susceptibles de les blesser à nouveau. Une phrase, souvent citée, dans cette communauté est « Il vaut mieux vivre seul en élevant ses enfants que d'avoir un mari ». Pour elles, ce n'est pas seulement un slogan, mais aussi une manière d'affirmer leur droit à l'autodétermination dans leur vie. Aujourd'hui, de nombreux touristes internationaux commencent à se rendre à Umoja, non seulement pour acheter de l'artisanat, mais aussi pour voir de leurs propres yeux un modèle communautaire très différent. Un village entièrement construit et dirigé par des femmes. Mais les différences dans la vie des femmes kenyanes ne se limitent pas au mariage. Elles se manifestent également à travers de nombreuses coutumes liées aux étapes importantes de la vie. En particulier, pendant la grossesse. Numéro 3. Les femmes qui ont envie de manger de la terre. Si un jour, vous croisez une femme enceinte en train de mâcher des pierres, comme si elle dégustait des biscuits, ne soyez pas surpris. Au Kenya, c'est un phénomène assez courant. Il est intéressant de noter que les choses qui suscitent l'appétit ne se limitent pas seulement aux pierres et à la terre. De nombreuses femmes enceintes ici se tournent également vers le charbon, le savon et d'autres objets qui ne sont absolument pas considérés comme des aliments. Une enquête menée auprès de 1071 femmes enceintes à l'hôpital de maternité Pumwani, dans la capitale Nairobi, a révélé qu'au moins 800 d'entre elles admettent avoir déjà mangé de la terre, du savon ou des choses similaires pendant leur grossesse. Ce taux est si élevé que dans de nombreux marchés locaux, les types de terre et de pierres comestibles sont vendus publiquement comme des produits ordinaires. Parmi eux, la pierre douce, la plus célèbre, est appelée Odawa. Cette pierre est considérée par de nombreuses femmes comme une source de fer et de calcium pour le corps pendant la grossesse. Cette croyance a fait de l'Odawa un aliment familier pour de nombreuses femmes enceintes au Kenya. Cependant, des analyses montrent que cette pierre contient en réalité davantage de minéraux comme le magnésium, plutôt que la source abondante de fer et de calcium que beaucoup pensent. Fait intéressant, l'Odawa n'est pas consommé immédiatement après son extraction. Les habitants ont un processus de préparation relativement complexe. Après avoir été extraite, la pierre est nettoyée, puis bouillie à une température d'environ 100 à 150 degrés Celsius, avec un peu de sel pour la désinfecter. Ensuite, elle est séchée au soleil avant d'être mise sur le marché. Ceux qui l'ont déjà goûté décrivent cette pierre comme ayant presque aucun goût distinct. En la mâchant, elle se dissout lentement dans la bouche, semblable à une poudre sèche. La popularité de l'Odawa se manifeste également par la manière dont elle est commercialisée dans de nombreux marchés. Cette pierre est conditionnée en grands sacs, pesant jusqu'à 90 kg et vendue pour environ $6 américains. Cela montre que la demande est si forte qu'elle est devenue un produit courant dans la vie quotidienne de nombreuses communautés. Mais peut être le plus incroyable est que la consommation de pierre ne s'arrête parfois pas après la naissance de l'enfant. Pour de nombreuses femmes, cette habitude se prolonge pendant plusieurs années et devient même une forme de dépendance. Une femme, nommée Siviamo, a déclaré que bien qu'elle ait cessé d'avoir des enfants depuis 14 ans, elle ressent encore régulièrement le besoin de manger de l'Odawa. Selon ses dires, si elle ne peut pas consommer cette pierre, elle se sentira affamée et fatiguée.
d'un simple désir apparu pendant la grossesse. L'Odawa est devenue une habitude qui dure des dizaines d'années pour de nombreuses femmes kenyanes. Numéro 4. Les plus grandes bidonvilles au monde. À quelques minutes des immeubles de bureaux modernes du centre de Nairobi, se trouve un endroit où des centaines de milliers de personnes doivent payer de l'eau plus chère que celle vivant dans des quartiers riches. Un lieu où les enfants grandissent au milieu de gigantesques décharges. Et où les toilettes ne sont parfois qu'un simple sac en plastique jeté dans la rue. Chez Kibera, le deuxième plus grand bidonville d'Afrique et l'un des plus grands au monde. Situé à environ 5 km du centre de Nairobi. Kibera contraste totalement avec les gratte-ciel modernes de la capitale kenyane. Considéré comme l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique. Sa population est estimée entre quelques centaines de milliers et près d'1 million de personnes. Le chiffre exact reste incertain, car de nombreux habitants n'ont pas de papier ou n'ont jamais été enregistrés. Ce qui est le plus frappant, c'est la densité de population élevée et les rangées de maisons précaires construites en bois, en tôle usée et en terre. De nombreuses familles vivent dans des pièces de quelques mètres carrés. Tandis que l'eau potable, l'électricité et les systèmes d'assainissement demeurent des ressources rares. Beaucoup de ménages doivent partager leurs sources d'eau et leurs toilettes avec des dizaines d'autres familles. Ironiquement, bien qu'ils soient les plus pauvres de la ville, les habitants de Kibera doivent acheter de l'eau potable à des prix allant de 10 à 25 fois ceux des quartiers développés. En fait, le coût de l'eau peut représenter jusqu'à 1/3 des revenus d'une famille. La raison en est que l'approvisionnement en eau est principalement contrôlé par des groupes intermédiaires, souvent appelés « mafias de l'eau », lorsque l'eau potable devient un luxe. Les problèmes d'assainissement deviennent également graves, en raison du manque de systèmes d'égout et de toilettes adéquates. Beaucoup de gens doivent faire leurs besoins dans des sacs en plastique et les jeter dans des terrains vagues ou des caniveaux. Un phénomène connu sous le nom de toilettes volantes. Derrière ces problèmes d'infrastructure se cache une lutte pour la survie qui se déroule chaque jour. La plupart des habitants gagnent leur vie grâce à des emplois peu rémunérateurs, tels que la vente ambulante, le ramassage des déchets, la couture, le travail saisonnier ou la conduite. Beaucoup ne gagnent même pas $1 américain par jour. Avec un tel revenu, assurer suffisamment de nourriture pour la famille est déjà un grand défi. En conséquence, dans certaines zones, d'énormes décharges deviennent des lieux de travail pour de nombreux enfants. Ils fouillent à la recherche de matériaux pouvant être vendus et même de choses encore comestibles. C'est l'une des images les plus frappantes de la pauvreté à Kibera. Il est remarquable que ce bidonville se trouve à seulement quelques kilomètres du centre de Nairobi. D'un côté, il y a des zones commerciales modernes et des immeubles de grande hauteur. De l'autre, on lutte encore pour satisfaire les besoins les plus fondamentaux de la vie. Ce contraste crée l'un des tableaux les plus saisissants du Kenya moderne. Mais Kibera ne représente pas tout le Kenya. Juste à côté se trouve un autre Kenya, où la technologie transforme ce pays en l'un des centres d'innovation les plus remarquables d'Afrique. Numéro 5. La Silicon Valley de la prairie. Si vous pensez que le Kenya se résume à des bidonvilles pauvres et à des plaines sauvages, vous vous trompez. Ce pays possède des villes modernes, des gratte-ciel et une technologie si développée qu'il est surnommé la Silicon Valley de la savane. Fait remarquable. À seulement quelques minutes des centres technologiques, vous pouvez croiser des zèbres, des girafes, voire des lions dans leur habitat naturel. Ce surnom découle de la position de leader technologique du Kenya en Afrique. Au début des années 2000, le pays a été pionnier dans le développement du système de paiement mobile M-Pesa, transformant les téléphones en comptes bancaires portables. En peu de temps, des millions de personnes ont utilisé ce service pour transférer de l'argent et effectuer des paiements quotidiens. Ce succès a été tel que le Kenya est considéré comme l'un des pays à la pointe du monde en matière de monnaie mobile et est devenu un modèle pour de nombreux systèmes de paiement numérique par la suite. Cette explosion technologique a contribué à faire de Nairobi le principal centre économique de l'Afrique de l'Est. Peu de gens savent qu'à la fin du 19e siècle, cet endroit
n'était qu'une simple halte sur la ligne de chemin de fer, traversant des marais désertiques. Pourtant, un peu plus d'un siècle plus tard, Nairobi est devenue une métropole moderne avec des millions d'habitants, des gratte-ciel, un centre financier et une multitude d'entreprises technologiques, devenant le cœur de l'économie numérique de l'Afrique de l'Est. Cependant, ce qui distingue le Kenya de la Silicon Valley américaine se trouve juste en dehors de ses bureaux. À quelques kilomètres du centre de Nairobi se trouve un monde totalement différent. Nairobi est actuellement la seule capitale au monde à avoir un parc national à l'intérieur de ses limites urbaines. Ici, des lions, des rhinocéros, des girafes, des zèbres et des centaines d'espèces d'animaux sauvages vivent encore. Tandis qu'à l'horizon se dessinent des gratte-ciel. Ce paysage crée l'un des contrastes les plus étranges de la planète. Dans de nombreux endroits, la technologie repousse souvent la nature, loin des villes. Maïs au Kenya. Ces deux mondes coexistent presque côte à côte. Le matin, les habitants peuvent travailler dans des centres technologiques modernes. L'après-midi, ils n'ont qu'à conduire un court trajet pour entrer dans le royaume des animaux emblématiques de l'Afrique. C'est peu être pour cela que le Kenya est appelé Silicon Savannah. Un endroit où les idées technologiques du futur se développent à côté des plaines qui existent depuis des millions d'années. Et dans le monde, peu de pays peuvent combiner ces deux images, apparemment opposées dans un même cadre. Mais le Kenya ne se distingue pas seulement par sa technologie. La vie ici reste profondément ancrée dans des moyens de transport typiquement locaux. Et c'est sur ces routes animées que vous découvrirez un aspect très différent du Kenya moderne. Numéro 6. Une culture de la circulation étrange avec les camions volants du Kenya. Si un jour vous conduisez sur les routes du Kenya et que vous apercevez un camion rempli de branches à l'arrière, il vaut mieux vous écarter sur le côté. Vous venez probablement de croiser l'un des camions volants les plus célèbres du pays. Ils sont souvent chargés, à tel point qu'ils masquent presque entièrement la carrosserie, donnant l'impression que cette masse de feuillage file à toute allure sur la route. Ce qui est particulier, c'est que la cargaison n'est pas de l'or ou des diamants. Il s'agit simplement de myrrha, également connue sous le nom de khat. Une plante que de nombreuses personnes au Kenya et en Afrique de l'Est mâchent pour ressentir une légère euphorie et un regain d'énergie. Comme la myrrha perd rapidement sa valeur après la récolte, les cargaisons doivent être transportées vers les marchés de consommation dans les plus brefs délais. Cette pression, pour garder les feuilles fraîches, pousse de nombreux conducteurs à rouler à des vitesses très élevées, contribuant ainsi à la réputation des camions volants sur les routes kenyanes. Mais les camions de myrrha ne sont qu'une partie du tableau du trafic au Kenya. En entrant dans les grandes villes, ce qui attire le plus l'attention des visiteurs, ce sont les minibus, appelés matatu. À première vue, ils ressemblent davantage à des œuvres d'art mobile qu'à des moyens de transport public. La carrosserie est recouverte de graffitis, d'images de célébrités ou de symboles de la culture populaire. Beaucoup d'entre eux sont également équipés de lumières LED, d'écrans numériques et de systèmes audio puissants. Cela a donné naissance à la culture matatu, très caractéristique du Kenya. Pour de nombreux jeunes, ce n'est pas seulement un moyen de transport, mais aussi un espace d'expression musicale, artistique et de style de vie. Ainsi, il suffit de parcourir une rue de Nairobi pour croiser des dizaines de matatus avec des designs totalement différents. Parallèlement aux matatus, un réseau de motos appelé Boda. Boda est presque omniprésent. Des quartiers densément peuplés aux villages éloignés. Les Boda permettent aux habitants d'accéder à des endroits où les bus ou les voitures ont du mal à se rendre. Pour de nombreuses communautés locales, c'est un moyen de transport essentiel, tout aussi important que n'importe quel système de transport public. Et il n'est pas rare, au Kenya, de voir des camions de transport longue distance, des bus, matatu, des motos, boda, des piétons et même des troupeaux de bétail coexister sur une même route. Cette mixité crée un rythme de circulation en constante évolution
qui oblige les participants à observer et à s'adapter en permanence. Ainsi, le trafic au Kenya n'est pas simplement une question de déplacement d'un point à un autre. Des camions transportant des feuilles courant contre la montre au matatu aux couleurs éclatantes. Chaque route ici reflète une part de la culture, du rythme de vie et de l'énergie unique de ce pays d'Afrique de l'Est. Cependant, dans de nombreuses régions rurales du Kenya, les habitants doivent encore parcourir de longues distances à pied chaque jour. Et ces conditions contribuent à créer un avantage particulier, permettant à ce pays de produire certains des meilleurs coureurs de fond au monde. Numéro 7. Le pays des experts en marathon. Il existe un pays qui domine le marathon au point que le reste du monde semble concourir dans une autre catégorie. À un moment donné, environ 70 athlètes kenyans avaient de meilleures performances que le meilleur champion de marathon d'Europe, sur des parcours prestigieux comme Berlin, Londres, Boston ou New York. Les athlètes kenyans apparaissent régulièrement sur le podium. Ce pays a produit une multitude de légendes telles que Paul Tergat, Catherine Ndereba, David Rudisha et surtout Eliud Kipchoge. Le premier a terminé un marathon en moins de 2 heures lors du projet Ineos 1 et 59 Challenge en 2019. Fait intéressant, la plupart de ces champions proviennent de l'ethnie Kalenjin, bien qu'ils ne représentent pas même 12% de la population kenyane. Cette communauté a produit plus de 70% des meilleurs marathoniens du pays. Rien qu'aux Jeux Olympiques, ils ont remporté près de 50 médailles d'or dans les épreuves de course, faisant des Kalenjin l'une des communautés les plus réussies de l'histoire de l'athlétisme mondial. Les chercheurs estiment que les Kalenjin possèdent certains avantages naturels pour les courses de fond. Ils ont souvent de longues jambes, une silhouette élancée, un faible pourcentage de graisse corporelle et une bonne capacité de dissipation de la chaleur. Des facteurs très adaptés aux courses d'endurance. De plus, la plupart des champions kenyans ont grandi dans la région de la Great Rift Valley. De nombreuses zones ici se situent à une altitude d'environ 2000 à 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer, où l'air est raréfié et la quantité d'oxygène est considérablement plus faible. Vivre et s'entraîner dans cet environnement dès leur jeune âge aide le corps à développer une meilleure capacité d'absorption et de transport de l'oxygène. C'est pourquoi la ville d'Iten est aujourd'hui surnommée la capitale mondiale de la course à pied, attirant des milliers d'athlètes internationaux pour s'entraîner chaque année. Cependant, le facteur décisif réside probablement dans le mode de vie et la motivation. Dans de nombreuses zones rurales du Kenya, les enfants doivent souvent marcher ou courir plusieurs kilomètres chaque jour pour se rendre à l'école. Avec le désir de changer de vie grâce aux compétitions de marathon internationales et un régime alimentaire riche en glucides à base de l'ugali traditionnel, tout cela contribue à former des athlètes de fond parmi les meilleurs au monde. Cette combinaison de conditions naturelles, de fondation physique, d'habitudes d'activité dès le plus jeune âge et d'une aspiration à s'élever a fait du Kenya l'un des berceaux des marathoniens les plus exceptionnels du monde. Mais pour mieux comprendre le peuple kényan, il est parfois nécessaire de quitter les pistes de course et d'entrer dans les cuisines familiales, où un aspect très différent de ce pays se révèle. Numéro 8. Les plats les plus étranges du Kenya. Osez-vous manger une tête de mouton à main nue? Ou croquer dans un épi de maïs grillé qui pourrait teindre vos mains en rose? Sur les rues animées du Kenya, on trouve un plat simple mais très saisissant. Le maïs grillé. Une fois cuit, le vendeur utilise un demi-citron pour le tremper dans un mélange de sel et de piment de couleur rose vif, qu'il applique directement sur l'épi de maïs. Cette poudre colorée a une teinte presque luminescente et adhère extrêmement bien. Après quelques manipulations, les bouts des doigts se teignent en rose. Pendant ce temps, le maïs est plus dur et moins tendre que celui que l'on connaît habituellement. Si le maïs grillé est relativement accessible, la pizza à l'avocat pousse de nombreuses personnes à s'arrêter quelques secondes pour observer avant de décider de goûter. Le Kenya est l'un des pays producteurs d'avocats les plus importants d'Afrique, et les habitants
l'intègrent dans de nombreux plats de manière inattendue. Sur la couche de fromage fondu de la pizza, on dispose des tranches d'avocat frais épaisses. Puis on ajoute des morceaux de viande de bœuf, assaisonnés de manière intense. La douceur crémeuse de l'avocat combinée à la salinité prononcée de la viande crée une saveur impressionnante qui reste gravée dans la mémoire des visiteurs. Cependant, ces plats ne constituent pas le plus grand défi. En entrant dans les marchés traditionnels locaux, beaucoup de gens se retrouveront face à des étals vendant des têtes de moutons grillées entières. De la joue, de la langue, jusqu'aux yeux et au cerveau. Tout peut être consommé. Ce qui est particulier, c'est que ce plat se mange presque sans couteau ni fourchette. Les convives utilisent leurs mains pour déchirer chaque morceau de viande et manger directement sur place. Pour les habitants, c'est un plat familier. Mais pour de nombreux touristes qui le voient pour la première fois, cette expérience est souvent plus surprenante que le goût du plat lui-même. Et si vous souhaitez vivre un repas traditionnel à la manière kenyane, vous devez absolument essayer l'ugali. C'est le plat principal, le plus populaire du pays. Préparé à partir de farine de maïs ou de manioc cuite jusqu'à obtenir une pâte épaisse. On prend des morceaux d'ugali avec les mains. On les roule et on les mange, avec des côtes de chèvre grillées et des légumes marinés. Manger avec les mains est tout à fait normal dans de nombreuses régions du Kenya. Peut être que la saveur que vous percevez ne se limite pas à l'acidité des aliments marinés, mais que vous pouvez également sentir le goût particulier restant sur les mains du cuisinier. Bien que cela ne soit pas une expérience courante partout, c'est l'une des histoires que de nombreux touristes évoquent après avoir quitté le Kenya. Du maïs grillé rose, à la pizza, à l'avocat, en passant par l'ananas grillé à la cannelle, jusqu'à la tête de mouton grillé et l'ugali. La cuisine kenyane se distingue non seulement par ses ingrédients, mais aussi par sa manière de déguster. Et ce qui étonne le plus, les visiteurs, est souvent ce qui les fait se souvenir du Kenya le plus longtemps. Mais derrière ces plats uniques se cache un monde de croyances qui a lié de nombreuses communautés ici pendant des siècles. Numéro 9. Les coins spirituels les plus étranges et effrayants du Kenya. Il existe des endroits, dans le monde, où la frontière entre l'homme, l'animal et le monde spirituel semble n'avoir jamais vraiment existé. Le Kenya en fait partie. Pour les Maasai, le bétail n'est pas seulement une propriété, mais aussi un don sacré accordé par les divinités à leurs ancêtres. Ainsi, le nombre de bétail est souvent considéré comme une mesure de richesse et de statut au sein de la communauté. Lors de nombreuses cérémonies traditionnelles, les Maasai utilisent également des produits d'origine animale, comme partie intégrante de leur culture et de leur spiritualité. De plus, les lions et les chèvres occupent une place particulière dans le monde spirituel de cette tribu. À la tombée de la nuit, les guerriers Maasai se rassemblent autour du feu, exécutant des danses traditionnelles et des prières pour chercher protection face à la nature et aux animaux sauvages. À partir de ces croyances liées aux animaux, la vie spirituelle au Kenya s'étend également à de nombreux rituels que tout le monde ne peut pas facilement expliquer. Dans la communauté Kisii, lorsqu'une personne est soupçonnée d'être influencée par des croyances spirituelles traditionnelles, les anciens se réunissent pour effectuer un rituel appelé lavage de charme. Dans ce rituel, des prières et des cérémonies traditionnelles sont utilisées dans le but d'aider les participants à retrouver un équilibre spirituel, bien qu'il n'existe aucune preuve scientifique pour les soutenir. De tels rituels continuent d'exister dans certaines zones rurales jusqu'à aujourd'hui. Cependant, ce qui est encore plus frappant que ces rituels spirituels, c'est une croyance qui a causé de véritables tragédies. Au Kenya et dans certains pays voisins, de nombreuses personnes ont propagé l'idée que les parties du corps des albinos pouvaient apporter chance, richesse ou pouvoir. Des rumeurs circulent même selon lesquelles leurs os contiendraient de l'or ou posséderaient des valeurs particulières. Cette superstition a donné lieu à des activités illégales liées aux albinos, dont la valeur peut atteindre des dizaines de milliers de dollars, obligeant de nombreuses personnes atteintes d'albinisme à vivre dans un état de constante menace pour leur sécurité. Pendant ce temps, la communauté Tezo
possède une coutume funéraire qui surprend beaucoup. Au lieu d'enterrer les défunts en position couchée, comme c'est la norme dans la plupart des régions du monde, ils les inhumeraient en position debout, entre deux murs, selon la croyance traditionnelle. Cette méthode permet aux défunts de continuer à veiller sur leur famille même après leur mort, en s'éloignant des villages et des rituels anciens. Les histoires mystérieuses du Kenya se manifestent également dans les endroits les plus paisibles. Dans de nombreuses croyances traditionnelles au Kenya, les animaux occupent toujours un rôle particulier. Et lorsqu'on évoque les espèces les plus emblématiques de ce pays, il est impossible de ne pas mentionner le Grand 5. Numéro 10. Le royaume des 5 grands. Imaginez-vous, assis dans un véhicule de safari au milieu d'une savane s'étendant sur des centaines de kilomètres. Et en une seule journée, vous pourriez apercevoir 5 espèces animales que beaucoup de gens mettent toute une vie à espérer voir dans la nature. C'est précisément pour cela que le Kenya est connu comme le royaume des 5 grands. Un titre emblématique dans le monde de la faune sauvage africaine. Les 5 grands incluent le lion africain, l'éléphant d'Afrique, le buffle du Cap, le léopard africain et le rhinocéros. Selon les données de conservation récentes, le Kenya abrite actuellement environ 2500 lions, près de 37 000 éléphants, environ 50 000 buffles du Cap, entre 7 000 et 10 000 léopards, ainsi que plus de 2000 rhinocéros noirs et blancs. Ces espèces ne sont pas seulement de grande taille, mais elles sont également considérées comme les symboles les plus représentatifs du continent noir. Chaque espèce joue un rôle crucial dans l'écosystème et contribue à l'image sauvage emblématique du Kenya. Le terme 5 grands a été utilisé par les chasseurs européens depuis l'époque coloniale pour désigner les 5 espèces les plus dangereuses et difficiles à chasser à pied. À cette époque, en faire face à un éléphant pesant plusieurs tonnes ou à un buffle chargeant était considéré comme le plus grand défi pour les chasseurs. Cependant, la signification de ce titre a complètement évolué au fil du temps, avec une prise de conscience croissante de la conservation de la nature. Le Kenya est devenu l'un des pays leaders dans la protection de la faune sauvage. Ce changement a transformé les 5 grands d'un symbole de chasse en un symbole de conservation. Et le Kenya est l'un des rares pays au monde où vous avez encore la chance de voir ces 5 espèces dans leur habitat naturel. Pour découvrir les 5 grands, la plupart des visiteurs se rendent dans des réserves célèbres comme le Masai Mara ou le système des parcs nationaux de Tsavo. Ces lieux abritent des millions d'animaux sauvages. Le Masai Mara, en particulier, fait partie de la célèbre Grande Migration, où chaque année plus d'1,5 million de gnus et des centaines de milliers de zèbres traversent les prairies. Pendant ce temps, Tsavo possède l'une des plus grandes populations d'éléphants d'Afrique. Cette ampleur a fait du Kenya l'une des destinations de safari les plus renommées au monde. Ici, rencontrer des troupeaux d'éléphants, des lions ou des léopards dans leur habitat naturel est une expérience tout à fait réalisable en une seule excursion. Ces espèces emblématiques ont fait du Kenya une destination de safari de premier plan dans le monde. Pour comprendre cet attrait, il suffit de s'aventurer dans les terres sauvages les plus préservées de ce pays. Numéro 11. Les lieux qui font du Kenya un paradis du safari dans le monde. Il est difficile de croire qu'il existe un endroit où, quelques minutes auparavant, vous vous teniez au milieu de gratte-ciel en verre. Mais quelques instants plus tard, vous pouvez voir des lions et des rhinocéros apparaître juste devant vous. Cela ressemble à un immense parc d'attractions. Mais c'est la vie quotidienne au Kenya. Le voyage à travers le Kenya commence généralement à Nairobi, la capitale et le plus grand centre économique du pays. Ce qui rend cette ville si spéciale, c'est la rare combinaison d'une métropole moderne et de la nature sauvage. Nairobi abrite le seul parc national au monde, situé à proximité d'une grande ville, où les visiteurs peuvent croiser des girafes, des rhinocéros, voire même des lions, avec en toile de fond des immeubles de grande hauteur. Au sein de la ville, les touristes peuvent également visiter le David Sheldrick Wildlife Trust pour les éléphants orphelins ou le Giraffe Centre pour se rapprocher et en apprendre davantage sur les espèces emblématiques du Kenya.
En quittant Nairobi, les gratte-ciel laissent rapidement place aux vastes prairies du Masai Mara, la réserve la plus célèbre du Kenya. Chaque année, plus d'1 million de gnus et des centaines de milliers de zèbres traversent la rivière Mara lors de la célèbre grande migration à la recherche de nouveaux pâturages. Dans les eaux, des crocodiles guettent, tandis que sur les plaines, des chasses entre prédateurs et proies se déroulent presque chaque jour. Ce décor fait du Masai Mara l'un des safaris les plus attrayants au monde, où les visiteurs peuvent facilement observer les animaux de loin, ou admirer la vue panoramique des prairies depuis une montgolfière au lever du soleil. Si le Masai Mara est célèbre pour le drame du monde sauvage, Amboseli impressionne par ses images emblématiques de l'Afrique. C'est ici que vivent d'énormes troupeaux d'éléphants, avec des précieuses défenses presque touchant le sol. En arrière-plan se dresse le sommet enneigé du Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique. De l'autre côté de la frontière tanzanienne. Fait intéressant, la fonte des neiges du Kilimandjaro a créé des marais verdoyants au milieu des terres arides d'Amboseli. Ces sources d'eau attirent des éléphants, des hippopotames et des centaines d'espèces d'oiseaux qui se rassemblent toute l'année, créant un écosystème totalement différent de celui des prairies environnantes. Pour clore ce voyage, les parcs nationaux des Aberdares, un territoire de forêt tropicale primaire, de chutes d'eau et de brouillard toute l'année. Mais ce qui rend cet endroit spécial ne réside pas dans le paysage, mais dans la façon dont les visiteurs expérimentent la nature. Ici, il existe des lodges construits dans les arbres, comme The Ark ou Treetops. Lorsque la nuit tombe, vous n'avez pas besoin de quitter votre chambre. Il vous suffit de sortir sur le balcon pour observer des éléphants, des buffles, des gazelles ou même des léopards apparaissant discrètement près des points d'eau en contrebas. Dans de nombreux endroits du monde, les gens doivent chercher la faune. Mais à Aberdaris, parfois, ce sont les animaux sauvages qui viennent frapper à votre porte. Après avoir vu d'énormes troupeaux d'éléphants, des migrations s'étendant sur des centaines de kilomètres et des prédateurs apparaissant juste devant vous. Beaucoup se demanderont combien il en coûte pour vivre toutes ces expériences dans la réalité. Numéro 12. Oseriez-vous dépenser des dizaines de millions de dongs juste pour aller chercher un serpent? Après avoir posé le pied dans la capitale Nairobi, beaucoup de gens sont surpris par le coût des transports qui est plutôt abordable. Un trajet en voiture de technologie d'environ 13 km ne coûte qu'un peu plus de 500 shillings kenyans, soit environ 4 dollars américains. Cependant, ce tarif ne s'applique qu'à l'intérieur de la ville. En quittant Nairobi pour se rendre dans les célèbres réserves, la situation commence à changer. Pour participer au safari, les visiteurs doivent souvent louer des jeeps spécialisés pour un prix d'environ 160 dollars américains par jour. Et cela ne représente que le coût pour se rendre sur place. Dans la réserve nationale de Masai Mara, l'un des lieux de safari les plus célèbres d'Afrique, le prix d'entrée s'élève à 200 dollars américains par personne et par jour. Si vous souhaitez continuer à explorer la culture locale, vous pouvez visiter les villages des Maasai. L'entrée dans le village coûte environ 20 dollars américains par personne, sans compter le transport depuis la ville voisine. Pendant ce temps, en plein cœur de Nairobi, une expérience totalement différente vous attend. Au centre des girafes, les visiteurs peuvent se tenir à quelques pas des girafes et les nourrir directement. Le prix d'entrée est d'environ 1500 shillings kenyans. Il est à noter que cet endroit n'accepte pas les paiements en espèces, mais uniquement par carte ou en ligne, afin de limiter la corruption et les pertes d'argent liquide. Si ces expériences ne suffisent pas à vous étonner, le Kenya propose également des safaris pour les amateurs de sensations fortes. Un voyage de 3 nuits peut coûter plus de 120 000 shillings kenyans par personne et par nuit, soit environ 1000 dollars américains. En d'autres termes, au Kenya, certaines personnes sont prêtes à dépenser une somme équivalente à des vacances de luxe juste pour chercher et observer des serpents dans la nature. Après une journée d'exploration, le coût de l'hébergement
crée un contraste intéressant. En plein centre de Nairobi, vous pouvez louer un appartement moderne avec sécurité 24 heures sur 24 et toutes les commodités pour environ 40 $ américains par nuit. Mais si vous souhaitez vous réveiller avec une girafe qui passe sa tête par la fenêtre pendant le petit déjeuner, vous devrez débourser environ 400 $ américains par nuit à l'hôtel Giraffe Manor. Célèbre pour cela. En dehors des zones touristiques, le Kenya surprend également par le prix relativement bas des aliments locaux. Dans les marchés traditionnels, une énorme pastèque ne coûte qu'environ 3 $ américains. Un avocat africain, réputé pour sa richesse et sa crémeux, se vend pour quelques centimes à moins d'1 $ américain. Même les plats de rue comme le poulet grillé ou les côtes de chèvre ne coûtent qu'entre 1 et quelques dollars américains par portion. Cependant, en entrant dans les boutiques de souvenirs, les prix changent considérablement. Un bâton de massage en bois d'olive peut être proposé à environ 20 $ américains. Pendant ce temps, les objets artisanaux, en perles des Maasai, sont plus abordables. Avec un prix d'environ 10 à 20 $ américains, suffisant pour rapporter un joli souvenir. C'est aussi cela qui rend le Kenya fascinant. Un pays où vous pouvez acheter un avocat pour moins d'1 $, mais où vous pouvez également dépenser des milliers de dollars juste pour suivre des chasseurs de serpents au cœur de la savane africaine. Des prairies de nom ont leur. Des communautés de femmes exceptionnelles. Des athlètes de marathon légendaires jusqu'aux villes technologiques en plein essor. Le Kenya est la preuve qu'un pays peut contenir de nombreux mondes totalement différents sur un même territoire. Peut être que c'est ce mélange entre tradition et modernité, entre nature sauvage et rythme de vie innovant qui fait du Kenya l'un des pays les plus uniques d'Afrique. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines aventures avec Terre d'origine. Et vous, qu'est-ce qui vous surprend le plus au Kenya? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires